Bonjour à tous. Cette séance concerne le suivi de l'hypertendu. Cette séance a 4 objectifs spécifiques qui sont expliquer les méthodes de détection de l'inobservance, déterminer quand dépister l'inobservance, définir l'inertie clinique et préciser la responsabilisation des patients. Cette séance s'articulera autour du plan suivant. Après l'introduction, nous présenterons l'intérêt du suivi du patient, puis nous parlerons de l'adhérence au traitement, de l'inertie clinique, de la responsabilisation des patients, du suivi des patients à faible risque, du défi du suivi à long terme et enfin de l'organisation du suivi avant de conclure. Le fardeau croissant de l'hypertension artérielle aux conséquences dévastatrices fait de l'hypertension artérielle un défi majeur de santé publique qui impose un traitement à vie. Qui dit traitement à vie parle de suivi à long terme et donc d'une bonne organisation du suivi de l'hypertendu. Quel est l'intérêt du suivi? Sur cette image, nous voyons un médecin qui encourage son patient. C'est important d'encourager les patients et lui explique la nécessité de continuer son traitement et de revenir le voir. Le suivi des patients hypertendus est essentiel. D'une part, pour s'assurer du contrôle de la pression artérielle, pour soutenir les modifications du mode de vie, pour évaluer l'observance du traitement et les effets secondaires des médicaments, et enfin, pour adapter la thérapie. Quelle est la fréquence des visites lors du suivi du patient? Il faut revoir le patient tous les mois jusqu'à ce que ses chiffres tensionnels soient normalisés. Puis, il faut revoir le patient tous les 3 mois jusqu'à ce qu'on soit sûr que le patient est observant. Puis enfin, revoir le patient tous les 6 mois, c'est-à-dire 2 fois par an. Parlons à présent de l'adhérence au traitement. Voyez là, un patient qui demande à son médecin comment prendre les médicaments. Et là, le médecin qui lui explique comment prendre les médicaments. Qu'est-ce que l'adhésion ou l'observance thérapeutique? L'adhésion ou l'observance thérapeutique, c'est la mesure dans laquelle le comportement d'une personne, par exemple, prendre des médicaments, suivre un régime alimentaire ou exécuter des changements de style de vie, correspond aux recommandations convenues d'un prestataire de soins de santé. Cette définition est de l'OMS dans son rapport publié en 2003 et intitulé Adherence to Long-Term Therapy, Evidence for Action. L'adhésion thérapeutique ou la prise correcte des médicaments est généralement définie comme la mesure dans laquelle les patients prennent les médicaments
tels qu'ils sont prescrits par le médecin, c'est-à-dire la bonne dose de médicaments, prendre le médicament au bon moment, de la bonne manière et à la bonne fréquence. Cela implique des facteurs tels que faire exécuter les ordonnances, se souvenir de prendre les médicaments à temps et comprendre les instructions. Cette définition est de Food and Drug Administration. La persistance, quant à elle, est la durée entre le début du traitement et la dernière dose précédant immédiatement son arrêt. L'observance est une évaluation ponctuelle de l'alignement du patient sur le traitement prescrit, alors que la persistance est une adhésion à la thérapie prescrite sur une période plus longue. Quelles sont donc les méthodes de détection de l'inobservance? Voilà, les malades avec les maladies chroniques souvent sont fatigués de prendre des médicaments. Il y a plusieurs méthodes de détection de l'inobservance. La méthode idéale de détection de la non-adhésion serait de prouver l'ingestion du médicament et de fournir des informations sur la fréquence de l'ingestion dans le temps. Car l'adhésion est un processus dynamique et peut varier considérablement d'une période à l'autre. Donc, la méthode idéale de détection de la non-adhésion serait de prouver l'ingestion du médicament et de fournir des informations sur la fréquence de l'ingestion dans le temps. Cependant, aujourd'hui, aucune des méthodes disponibles ne remplit ces deux critères. Comme méthode de détection de l'inobservance, il y a la vérification des dossiers de recharge sur ordonnance. Cette méthode est peu coûteuse. Elle peut fournir des informations sur la persistance des patients. Cette méthode est possible dans les systèmes de soins de santé où la totalité ou la quasi-totalité des prescriptions enregistrées et stockées se fait de manière centrale. Cependant, une collecte d'ordonnances est différente de la prise d'un médicament. Une autre méthode de détection de l'inobservance est la surveillance électronique des médicaments à l'aide de capteurs. Ces capteurs enregistrent une action d'ouverture d'un récipient de distribution des médicaments ou d'une plaque thermoformée. Cette surveillance électronique est précise et fournit des informations détaillées à la fois sur la fréquence de l'adhérence ainsi que sur la persistance au traitement. Cependant, cette méthode a des coûts élevés. Il y a aussi un risque de retrait intentionnel ou involontaire. Une autre méthode de détection de l'inobservance est la détection biochimique des médicaments antihypertenseurs et ou de leurs métabolites dans les fluides corporels. C'est une méthode de confirmation directe et objective de la prise du médicament. C'est une méthode coûteuse qui ne tient pas compte de la variabilité quotidienne de l'adhérence.
Cette méthode n'est pas à l'abri de l'effet de l'adhérence de la brosse à dents, c'est-à-dire l'augmentation de l'adhérence avant les visites. Lorsque le patient sait que la date de sa visite approche, ce patient sera beaucoup plus adhérent. Et après la visite, l'adhérence va baisser et ainsi de suite. Lorsque la date de la prochaine visite approche, il sera beaucoup plus adhérent. Donc, c'est l'adhérence de la brosse à dents. Et la méthode de détection biochimique n'est pas à l'abri de l'effet d'adhérence de la brosse à dents. Comme autre méthode, nous avons l'adhérence autodéclarée. Ça, c'est le patient lui-même qui dit « Ah oui, je prends mes médicaments ». Donc, cette méthode est souvent surestimée. Cependant, la confirmation affirmative de la non-adhésion est une information importante à prendre en compte. C'est-à-dire, lorsque le patient vous dit, il vous avoue que vraiment il ne prend pas ses médicaments, il faut tenir compte de cette information et l'aider à être un patient adhérent. Quelles sont les étiologies de l'inobservance au traitement? Il y a plusieurs catégories d'étiologies. L'inobservance peut concerner le système de santé. Ça peut être dû à la thérapie, c'est-à-dire le médicament lui-même. Ça peut être des causes dues au patient et son entourage, ou des causes provenant de la maladie elle-même, ou alors le statut socio-économique du patient. Nous avons quelques causes de l'inobservance liées au patient lui-même, donc les facteurs de non-observance liés au patient. Il y a l'âge du patient, qui peut être un facteur de non-observance, le déni de sa maladie, le fait qu'il se dise que c'est une maladie qui n'est pas grave, ou bien n'accepte pas sa maladie, ou alors la mauvaise compréhension de la nécessité du traitement. On peut se demander, mais pourquoi faut-il prendre un traitement, même s'il n'y a pas de crise, surtout dans le cas de l'hypertension artérielle, qui est souvent une maladie asymptomatique. Il se sent bien dans sa peau, mais se demande, mais pourquoi prendre mes médicaments, je me sens bien dans ma peau. Comme autre facteur aussi, on a le manque de confiance en son médecin. Donc, dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, il faut qu'il s'installe une confiance entre le médecin et son patient. Comme autre facteur qui est lié au patient, c'est l'absence d'amélioration des symptômes à court terme. Et il y a les croyances et les représentations de la maladie. La fatalité, pourquoi c'est moi qui ai cette maladie, une injustice et tout ça. Tout ça sont des facteurs de non-observance liés au patient. Donc, la non-adhérence est plus souvent involontaire qu'intentionnelle. Et l'accès aux soins de santé et le coût des médicaments, donc le coût élevé des médicaments, peuvent être des facteurs de non-observance chez les patients hypertendus. Et le caractère généralement asymptomatique de l'hypertension est susceptible d'augmenter le risque de non-respect ou le risque de non-adhérence. Donc, comme par exemple de l'accès aux soins de santé, si le centre de santé est très éloigné de l'habitation de la personne, pour trouver un véhicule, c'est difficile. Tout ça sont des facteurs de non-adhérence. Si se sent mieux, va dire, bon, pourquoi me fatiguer à aller à l'hôpital, je me sens mieux, voilà. Pour y aller, c'est tellement difficile. Tout ça sont des facteurs de non-adhérence. Voyons quelques facteurs liés à l'observance du traitement, des facteurs qui peuvent augmenter l'observance du traitement ou qui peuvent au contraire diminuer l'observance du traitement. Lorsque la maladie elle-même, si c'est une maladie qui est perçue comme sévère ou dangereuse, donc il y aura augmentation de l'observance.
Ou au contraire, si c'est une maladie perçue comme silencieuse, tu te sens bien, comme l'hypertension artérielle, c'est une maladie silencieuse, ça peut diminuer l'observance au traitement. Les patients peuvent ne pas comprendre pourquoi prendre un traitement à vie, je me sens bien, ma pression artérielle est normale, stabilisée, donc pour eux, il n'est pas nécessaire de prendre un traitement. Il y a des facteurs qui peuvent être liés au traitement lui-même. Si le traitement est efficace, voilà, cela augmente l'observance du traitement. Au contraire, s'il y a beaucoup d'effets secondaires avec le médicament, cela peut être un facteur qui va diminuer l'observance du traitement. Si le patient lui-même, il a une bonne estime de soi, il est autonome, cela peut augmenter l'observance du traitement. Au contraire, comme nous l'avons dit, s'il y a un déni de sa maladie, s'il a des croyances inappropriées, ou alors s'il a des troubles de comportement, il est seul, il a une dépression, cela peut diminuer l'observance du traitement. Et aussi, il y a l'entourage du patient. C'est très important. Lorsque le patient se trouve dans un milieu familial compréhensif, où il y a une attente positive du traitement, où il est compris, il est entouré, voilà, cela, ça peut augmenter l'observance du traitement. Ou au contraire, s'il est dans un milieu où il y a beaucoup de conflits familiaux, où il est seul face à cette responsabilité, voilà, cela peut diminuer l'observance du traitement. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont liés à l'observance du traitement. Quand dépister l'inobservance du traitement? Il faut savoir que le dépistage de l'inobservance du traitement antihypertenseur est une évaluation de routine de l'efficacité des médicaments et doit être recherchée et vérifiée à chaque rendez-vous clinique. C'est-à-dire, chaque fois que vous recevez le patient à l'hôpital, dans votre clinique, dans votre centre de santé, il faut rechercher l'inobservance. Il faut évaluer l'efficacité du traitement, rechercher les effets secondaires au traitement. Le dépistage de l'inobservance doit être vérifié et recherché avant l'augmentation du traitement antihypertenseur. Donc, si vous avez un patient sous traitement médicamenteux, avant d'envisager d'augmenter les doses de médicaments, avant d'augmenter les posologies des traitements, il faut vérifier si le patient est inobservant ou est observant. Le dépistage de l'inobservance doit être vérifié avant le dépistage de l'hypertension artérielle secondaire. Et aussi, en cas de suspicion d'une véritable hypertension artérielle résistante. Donc, lorsque vous avez un patient sous traitement médicamenteux, avant de dire que le patient a une hypertension artérielle résistante, il faut vérifier si le patient est observant ou non. Un patient chez qui vous avez donné plusieurs médicaments, vous augmentez les doses de médicaments. Malgré que vous augmentez les doses des médicaments, les pressions artérielles du patient, au lieu d'être stabilisées, restent élevées. Lorsque la pression artérielle reste élevée, malgré l'augmentation des doses des médicaments, malgré la polythérapie, on parle d'hypertension artérielle résistante. Mais avant de parler de cette hypertension artérielle résistante, il faut vérifier si le patient est observant ou inobservant. Donc, par exemple, si un patient prend 2 médicaments et que malgré ces 2 médicaments antihypertenseurs, la réponse tensionnelle est insuffisante, il faut rechercher l'inobservance chez ce patient. Et les méthodes objectives, indirectes ou directes que nous avons citées plus haut, telles que l'examen des dossiers pharmaceutiques, les dispositifs de surveillance électronique, la prise de médicaments avec témoins directs ou alors la détection biochimique de médicaments dans les urines,
doivent être préférées aux méthodes subjectives de détection de l'inobservance. Donc, préférer les méthodes objectives, directes ou indirectes, de détection de l'inobservance du traitement. Ainsi, l'absence de réponse attendue au traitement antihypertenseur, l'absence d'amélioration de la pression artérielle avec plusieurs médicaments antihypertenseurs, une fréquence cardiaque élevée, malgré un traitement avec des bêta-bloquants, augmente la probabilité de non-adhésion. Et surtout, si cette probabilité est associée à des informations sur les facteurs de risque de non-adhésion, tels qu'une polypharmacie si le patient prend plusieurs médicaments ou l'apparition d'effets secondaires. Donc, devant l'absence de réponse attendue au traitement antihypertenseur, devant l'absence d'amélioration de la pression artérielle avec une polythérapie, devant une fréquence cardiaque élevée, malgré un traitement antihypertenseur avec des bêta-bloquants, il faut penser à une inobservance. Il faut rechercher, il faut dépister l'inobservance au traitement. Le dépistage de la non-observance du traitement antihypertenseur améliore l'approche diagnostique et les décisions thérapeutiques chez presque tous les patients hypertendus. Donc, chez tous les patients hypertendus, il faut toujours rechercher l'observance ou l'inobservance au traitement. Voyons à présent l'inertie clinique. Qu'est-ce que l'inertie clinique? L'inertie clinique est un concept récent et peut être divisé en inertie diagnostique ou inertie thérapeutique. L'inertie diagnostique, c'est l'incapacité du médecin ou d'un autre prestataire de soins de santé à détecter une élévation de la pression artérielle chez un patient. Un patient a une pression artérielle élevée. C'est un patient qui vient souvent voir le médecin. Sa pression artérielle reste élevée. Cependant, le médecin ou tout autre prestataire de soins de santé a une incapacité à détecter cette élévation de pression artérielle chez le patient. L'inertie thérapeutique, c'est l'incapacité du médecin à commencer ou à modifier le traitement médicamenteux. Par exemple, il doit être capable de faire un changement de médicament, bien changer les doses de médicaments ou rajouter un autre traitement, rajouter un médicament en présence de valeurs de pression artérielle supérieures à l'objectif recommandé. Donc, dans l'inertie thérapeutique, malgré que le patient a des valeurs de pression artérielle supérieures à l'objectif recommandé, le médecin est incapable soit de commencer un traitement antihypertenseur ou alors de modifier le traitement antihypertenseur devant les valeurs de pression artérielle supérieures à l'objectif recommandé. Ainsi, une attitude médicale peut être qualifiée d'inertie clinique si et seulement si il existe une recommandation. Le médecin connaît la recommandation. Le médecin pense que cette recommandation s'applique au patient. Le médecin a les ressources d'appliquer la recommandation. Cependant, le médecin ne suit pas la recommandation dans le cas du patient. Voilà donc les 5 critères
de l'inertie clinique. L'inertie thérapeutique contribue de manière significative au faible taux de contrôle de la pression artérielle qui caractérise l'hypertension artérielle traitée dans la vie réelle. Voyons à présent la responsabilisation des patients. Qu'est-ce que la responsabilisation des patients? La responsabilisation des patients, c'est d'impliquer le patient à la fois au départ et à chaque étape du suivi. Il faut savoir que le manque de connaissances en matière de santé et le manque d'éducation du patient peuvent affecter la qualité des soins. Ainsi donc, l'information du patient et le partage des décisions médicales sont les premières étapes d'une approche centrée sur le patient. La responsabilisation du patient, c'est de bien expliquer au patient l'intérêt de la prise en charge de son hypertension artérielle. L'intérêt que le patient ait une bonne adhésion concernant la prise en charge de son hypertension artérielle. Et c'est cette adhésion-là qui va permettre à son hypertension artérielle d'être stabilisée. Suivi des patients à faible risque. Quel est le plan de suivi initial du patient avec une hypertension artérielle non compliquée de 0 à 6 mois? Si c'est un nouveau patient à qui on vient de découvrir l'hypertension artérielle, il faut faire une consultation d'information et d'annonce. Cette consultation est très importante. Cette consultation permet d'informer le patient sur les risques liés à l'hypertension artérielle, sur les bénéfices démontrés du traitement antihypertenseur. Il faut fixer les objectifs du traitement avec le patient. Il faut établir un plan de soins du patient. Et dans cette décision, il est important de recueillir l'avis du patient. Et cela favorise l'adhésion du patient au traitement. Si c'est donc des nouveaux patients, il faut revoir le patient tous les mois jusqu'à atteindre l'objectif tensionnel. Et on rappelle que l'objectif tensionnel, c'est une pression artérielle systolique inférieure à 140 mm de mercure et une pression artérielle diastolique inférieure à 90 mm de mercure. Il faut intégrer les mesures hygiéno-diététiques dans la prise en charge du patient. C'est très important. Et lorsque vous suivez les patients, vous revoyez le patient tous les mois et que vous avez atteint l'objectif tensionnel, vous pouvez maintenant donner rendez-vous au patient. Et cette période varie de 3 à 6 mois. Généralement, lorsque c'est un nouveau patient et qu'on a pu atteindre l'objectif tensionnel du patient après plusieurs mois de suivi, on passe d'abord à 3 mois de suivi. Donc, on revoit le patient 3 mois. S'il revient que sa pression est toujours contrôlée, on peut donner rendez-vous encore 3 mois. Et ainsi de suite, s'il revient que c'est contrôlé, on peut passer maintenant à 4 mois de suivi. Il revient, la pression toujours contrôlée, on passe à 5 mois. Il revient, la pression toujours contrôlée, maintenant on passe à chaque 6 mois pour les rendez-vous.
Concernant toujours le plan de suivi pour l'hypertension artérielle non compliquée, de 0 à 6 mois, il faut un contrôle biologique. Quand vous voyez le patient et que vous avez découvert une hypertension artérielle, vous lui avez fait la consultation d'annonce, il faut lui prescrire un bilan biologique qui comprend une natrémie, une kaliémie, une créatinémie, une protéinurie, une glycémie à jeun et une exploration d'anomalie lipidique. Vous lui prescrivez aussi un ECG. Par la suite, le bilan biologique que vous avez prescrit, vous pouvez faire un contrôle 1 à 2 ans si initialement le bilan biologique était normal. Pour la glycémie et l'exploration de l'anomalie lipidique, on propose de faire un contrôle chaque 3 ans si initialement le bilan était normal. Et l'ECG est justifié tous les 3 à 5 ans si initialement l'ECG était normal. Et cette surveillance-là doit être plus fréquente chez le sujet âgé. Donc, chez les patients à faible risque ou à risque moyen, un traitement médicamenteux est prescrit si la pression artérielle reste supérieure ou égale à 140 mm de mercure pour la systolique et ou 90 mm de mercure pour la diastolique après 3 mois de traitement non médicamenteux, c'est-à-dire 3 mois de mesures hygiéno-diététiques. Voyons à présent le défi du suivi à long terme. Les stratégies d'organisation du suivi à long terme dépendent du fait que l'hypertension artérielle soit contrôlée ou non et du fait que l'hypertension artérielle soit associée ou non à des comorbidités. Ces consultations ont pour objectif de rechercher les symptômes. Quand vous revoyez les malades, vous leur demandez quels sont les signes qu'il a, qu'est-ce qu'il ressent. Ces consultations ont aussi pour objectif de surveiller le niveau tensionnel, d'évaluer la tolérance et l'adhésion du traitement médicamenteux et aux mesures hygiéno-diététiques. Donc, chaque fois que vous revoyez les patients au cours du suivi, il faut toujours rechercher les symptômes que présente votre patient. Il faut surveiller son niveau tensionnel. Là, devant vous au cabinet même, vous pouvez lui demander chaque fois qu'il contrôle sa tension à la maison, donc l'automesure tensionnelle, qu'il note ses contrôles dans un petit carnet et qu'il vienne vous les montrer. Donc, vous surveillez son niveau tensionnel. Lui-même, il s'implique dans la surveillance de son niveau tensionnel en faisant l'automesure à la maison. Et puis, vous, au cabinet, quand vous le revoyez, vous surveillez le niveau tensionnel. Et ce que vous avez trouvé comme niveau tensionnel, vous le comparez à ce qu'il a dans son carnet. Au cours de ces consultations, vous devez aussi évaluer la tolérance et l'adhésion du patient au traitement. Lui demander comment ça se passe, est-ce qu'il supporte les médicaments, comment est-ce qu'il prend les médicaments. Il faut rechercher les signes de non-observance du traitement. Il faut aussi évaluer son adhésion aux mesures hygiéno-diététiques. Et le plan ultérieur de soins, voilà, pour une pression artérielle qui est non contrôlée à 6 mois, si après 6 mois de suivi, la pression artérielle n'est pas contrôlée,
Voilà, il faut revoir le patient chaque 2 mois, 3 mois, chaque 2 mois. Il faut lui faire une éducation thérapeutique. Il faut le responsabiliser. Il faut bien lui expliquer encore l'enjeu de la prise en charge, l'importance des mesures génétiques. Si vous dites par exemple qu'il n'arrive pas à faire l'activité physique, il faut lui demander pourquoi il n'arrive pas à faire. Et avec lui, vous allez voir qu'est-ce qu'il peut faire. Par exemple, il va dire qu'il peut-être n'a pas le temps, mais chaque matin, il peut faire la marche, au moins 30 minutes de marche chaque matin. Il peut le faire en allant au service, à son lieu de travail. S'il va par exemple en bus, il peut s'arrêter un arrêt ou 2 arrêts avant et puis faire le reste du trajet à la marche. Puisqu'il ne peut pas trouver du temps comme ça pour faire le sport, mais chaque jour, il peut trouver du temps, voilà, pour faire le sport. Ou alors, entre midi et 2, s'il travaille à l'étage, par exemple, c'est 4 étages, au lieu de prendre l'ascenseur pour descendre, il peut prendre les marches, l'escalier pour descendre. Ou entre midi et 2, s'il a une pause, il fait la marche, par exemple, de 30 minutes ou plus. Donc, faire une éducation thérapeutique au patient et lui expliquer l'importance des mesures génodiététiques et l'importance du médicament, l'importance de la prise de son traitement. Et comme nous l'avons dit, il faut toujours faire un contrôle biologique. Ce contrôle sera plus fréquent s'il y a d'autres comorbidités telles qu'un diabète, une insuffisance rénale. Voilà, comme on a dit, si l'hypertension artérielle n'est pas contrôlée, ces contrôles seront plus fréquents. Donc, le suivi à long terme va dépendre des comorbidités, de la pression artérielle. Toujours est-il qu'il faut revoir plus fréquemment le patient si la pression artérielle n'est pas contrôlée par rapport à un patient qui a une pression artérielle contrôlée. Et si malgré le suivi, si malgré l'éducation thérapeutique, vous avez vérifié que le patient a une bonne adhésion au traitement et que la pression n'est toujours pas contrôlée après 6 mois, il faut avoir l'avis d'un spécialiste qui peut être un cardiologue, un néphrologue, un interniste, etc., selon la pathologie. Voilà. Donc, si on a une hypertension artérielle résistante et complications liées à l'hypertension, il ne faut pas hésiter à demander l'avis d'un cardiologue. Comment faire l'organisation du suivi? Sur cette image, une patiente chez qui l'on découvre une hypertension artérielle et le médecin qui rassure la patiente. Le médecin qui explique à la patiente que lorsqu'on a l'hypertension artérielle, il y a nécessité de suivi. Alors, pas de panique, c'est au prix de l'adhésion au traitement, de l'adhésion aux mesures hygiéno-diététiques, au prix du suivi à long terme, que la pression artérielle sera stabilisée. L'hypertension artérielle, comme nous l'avons dit, nécessite un traitement à vie et donc une bonne organisation du suivi. La fréquence des consultations va dépendre du risque global du patient et du niveau de pression artérielle. Donc, il n'y a pas de règle stricte pour la fréquence des consultations. Et si l'objectif tensionnel ainsi que le contrôle des autres facteurs de risque ont été atteints, la fréquence des consultations peut être réduite, c'est-à-dire que les rendez-vous peuvent être éloignés. Si on voyait le patient chaque 3 mois et qu'on se rend compte que avec ce patient-là, on a atteint l'objectif tensionnel, s'il a des facteurs de risque associés, ces facteurs de risque-là sont contrôlés, on peut passer maintenant à le voir chaque 4 mois, ensuite chaque 5 mois, jusqu'à atteindre chaque 6 mois. Les rendez-vous les plus éloignés sont les rendez-vous de 6 mois. Donc, comme on a dit, il n'y a pas de règles strictes.
si le patient est connu depuis longtemps, vous le suivez depuis longtemps et que les objectifs tensionnels sont atteints, s'il a d'autres facteurs de risque, si les facteurs de risque sont contrôlés, alors il faut revoir le patient chaque 6 mois. Et demander la biologie, comme nous l'avons dit plus haut. Ainsi, un patient ayant une hypertension artérielle bien contrôlée, avec un faible risque cardiovasculaire, qui est traité par exemple par une monothérapie antihypertensive, un contrôle peut être proposé tous les 3 à 6 mois, disons tous les 6 mois. Donc, faible risque cardiovasculaire, hypertension artérielle bien contrôlée. Voilà, il supporte son traitement, il est adhérent à son traitement. On peut le voir chaque 6 mois. Par contre, si on a un patient qui a un haut risque cardiovasculaire, et même si l'objectif tensionnel est atteint, l'OMS recommande de revoir ce patient-là chaque 3 mois. Donc, comme nous l'avons dit, il n'y a pas de règles strictes. Cela dépend du niveau de pression artérielle et du risque global de l'hypertension artérielle. Si nous sommes dans des situations où le patient a des effets secondaires, ou alors des situations plus complexes avec résistance au traitement, alors le patient peut être vu à intervalles plus réguliers. On peut revoir le patient une fois par mois, donc des rendez-vous mensuels. Concernant la résistance au traitement, il faut prendre le temps de bien vérifier l'adhésion du patient à son traitement avant de parler de résistance au traitement. Et il ne faut pas hésiter de prendre l'avis d'un spécialiste, surtout en cas d'hypertension artérielle résistante. Mais avant, on a pris le temps de bien vérifier l'adhésion du patient à son traitement. Et on rappelle que l'objectif tensionnel chez un patient hypertendu, c'est une pression artérielle systolique qui est inférieure à 140 mm de mercure et une pression artérielle diastolique inférieure à 90 mm de mercure. Donc, en conclusion, nous disons que l'hypertension artérielle est un problème majeur de santé publique, nécessite un suivi au long cours, donc une bonne organisation du suivi. Et il est très important de placer le patient au centre de sa prise en charge. Lorsque le patient est placé au centre de sa prise en charge, il y a une bonne adhésion au traitement. Il faut éduquer le patient, lui expliquer l'intérêt de sa prise en charge, l'intérêt des mesures hygiéno-diététiques qui font partie intégrante de la prise en charge. Expliquer au patient les bénéfices, risques du traitement. Il faut l'aider à faire l'automesure tensionnelle. Il faut l'aider dans l'adhésion au traitement. Et il ne faut pas hésiter à chaque consultation à vérifier l'adhésion du patient au traitement. C'est à ce prix-là que l'hypertension peut être contrôlée. Je vous remercie.